Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes récepteurs pour le compte de cette émission des heures de news. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés d'adresse, vous êtes bel et bien sur la RTGA World, votre chaîne qui forme et qui informe. Aujourd'hui, nous aurons quelques sujets importants. D'abord, divergence de l'opposition autour du dialogue. Toujours dans l'opposition, il y en a ceux qui soutiennent mordicus la tenue du dialogue, d'autres disent non. Mais pourquoi ceux-là disent non et d'autres disent oui? Eh bien, on en parle avec le porte-parole du MLC, j'ai cité Jean-Jacques Mamba. Le deuxième sujet, c'est les défis qui attendent les commissaires spéciaux. Ils venaient de clôturer leur formation depuis ce vendredi. Eh bien, que deviendront-ils dans les provinces? Quels sont les défis à relever? Il y a également les démissions à la Commission électorale nationale indépendante. Quel est l'agenda caché? On en parle aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec Jean-Marc Chimarapanda. Il est de la majorité présidentielle. Eh bien, Maître Pati Lendo, il est de l'opposition scientifique. Eh bien, avec eux, nous allons essayer d'analyser ces sujets. Et enfin, nous allons recevoir les Kassapar. Entendez, les étudiants de l'université de Lubumbashi qui viennent pour rendre hommage à cet éminent professeur Philippe Bioya qui a quitté ce monde depuis quelques jours. Il faut dire que c'était un grand internationaliste qui a quitté et le monde scientifique, le monde politique et aussi la RDC et pourquoi pas l'Afrique. Eh bien, ces étudiants seront d'avec nous pour un dernier hommage à Philippe Bioya. Voilà tout pour les titres. Eh bien, le premier invité est avec moi dans ce studio et sur ce plateau. Je le disais tantôt, Jean-Jacques Mamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous continuez à être le porte-parole du MLC. Oui, je le fais avec beaucoup de bravoure, d'enthousiasme et d'abnégation. Vous êtes informé qu'il y a aujourd'hui divergence autour de la tenue du dialogue qui sera convoqué, sauf imprévu, dans quelques jours seulement, pour mettre autour d'une table les fils et filles de la RDC afin de parler des problèmes qui rongent la RDC, trouver des pistes de solutions. Mais la majorité est tout à fait d'accord avec cette procédure. Mais chez vous, à l'opposition, il y a déjà le camp pour le dialogue, le camp qui voudrait qu'il n'y ait pas la politique de chaise vide. Il y a un autre camp, comme la dynamique qui venait de tenir sa convention, qui dit, il s'appelle d'ailleurs anti-dialogue. Vous trouvez que c'est un comportement responsable? Écoutez, merci pour la question. Vous savez, la problématique du dialogue qui divise n'est pas dans l'essence même ou dans la nature du dialogue, parce que le dialogue est une vertu démocratique qui doit caractériser les sociétés modernes, mais c'est plutôt par rapport au timing. Ça veut dire que M. Kabila, le chef de l'État, après 2011, a reçu plusieurs demandes allant dans le sens de dialoguer pour harmoniser finalement les divergences qu'il y avait autour du caractère délétère des élections qui avaient été organisées et qu'il avait lui-même reconnu. Donc M. Kabila, par le truchement de M. Mende, qui est son porte-parole, dira que les institutions sont en place et qu'il n'y avait pas des raisons pour lesquelles nous devrions aller dialoguer. Donc, nous parlons du timing parce que maintenant, nous sommes dans une période électorale et donc une partie de l'opposition, dont le MLC, trouve inopportun, alors que le gouvernement était incapable d'organiser les élections en termes de provision, c'est-à-dire pour respecter toutes les échéances électorales. Nous venons de passer le cap du 25 octobre prévu pour les élections provinciales et n'ont pas eu lieu. Que de dire que nous allons le discuter alors que finalement il y a eu un manque de volonté parce que comme vous le savez, la CENI n'a reçu que 17% de son budget et le mur a été créé de manière artificielle pour nous amener dans un gouffre de telle sorte que nous puissions considérer l'impossibilité ou l'incapacité de l'État comme une loi qui s'oppose à tous alors qu'en réalité ça a été bien organisé. Mais il y a encore d'autres éléments parce qu'on ne peut pas prétendre aller dialoguer lorsqu'on continue à torturer notre constitution. Donc vous avez bien vu que pendant qu'on crie dialogue, on nomme les commissaires spéciaux. Pendant qu'on crie dialogue, on inscrit un référendum dans le budget de 2016 alors que, in fine, même les matières verrouillées, c'est-à-dire de l'article 220, ne peuvent pas être revisitées par un référendum. C'est-à-dire qu'elles sont verrouillées pour que même via un référendum, à moins qu'on change de république, ces matières-là ne soient touchées. Donc je ne peux pas comprendre que d'un côté, on cherche à créer de la cohésion nationale et à résoudre des problèmes et que de l'autre, on s'assied sur la constitution
Constitution, on rafle le pouvoir aux souverains primaires, c'est-à-dire en nommant les maires il y a quelques années, et maintenant qu'on nomme des commissaires spéciaux, on enlève la possibilité, excusez-moi de terminer, on enlève la possibilité aux entités, aux ETD, de pouvoir se gérer, d'avoir des assemblées provinciales qui contrôlent un exécutif. Tout le pouvoir revient au chef de l'État qui a nommé les commissaires spéciaux, et je pense que dans des contextes comme cela, nous mettons en doute la bonne foi du chef de l'État de nous amener vers un dialogue qui peut résoudre des problèmes. D'accord, je crois que je n'ai lu nulle part où l'on a dit que les commissaires spéciaux, ils sont définitivement nommés, ils vont rester 5 ans, 10 ans. Non, je crois que on a bien dit que c'était des mesures exceptionnelles. Alors nous devons faire très attention. Attendez, il faut que la population, non, pour les élections de gouverneurs il me semble que nous ne sommes pas dans un débat. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe. Nous sommes dans une république. Lorsque vous avez une cour constitutionnelle qui vous demande de prendre des mesures exceptionnelles, elle ne vous dit pas de nommer des commissaires spéciaux. Elle vous dit simplement que le gouvernement, en conformité avec la Constitution, doit pallier à cette exigence. Dans la Constitution, vous ne verrez nulle part où on a parlé de commissaires spéciaux. C'est une fabrication qui avait... Les commissaires existaient à l'époque de Kasavubu, mais actuellement, dans la Constitution actuelle, ce n'est pas prévu. On pouvait, lorsqu'on parlait des mesures exceptionnelles, laisser les assemblées provinciales qui étaient nouvelles, qui existaient déjà, faire leur règlement d'ordre intérieur et élire un gouverneur. D'ailleurs, vous devez savoir que... Mais vous savez qu'installer un commissaire spécial va coûter plus cher qu'organiser des élections des gouverneurs. Selon vos analyses. Mais ce sont des élections indirectes. Vous avez des provinces où il n'y avait que 5 ou 6 députés provinciaux. Avec un papier duplicateur, on peut élire un gouverneur. Donc on ne va pas dire que la République démocratique du Congo, qui achète des avions d'occasion, qui a des immeubles intelligents à 42 millions, peut prétendre aujourd'hui avoir manqué 2 millions pour organiser ces élections. Donc il n'y avait pas de volonté d'organiser des élections. Et il ne faut pas demander à la Cour ou faire endosser à la Cour le fait que nous avons pris l'option de choisir des commissaires spéciaux alors que nous avons des gouverneurs élus, alors que la Cour ne nous a pas demandé de le faire, c'est anticonstitutionnel. Aujourd'hui, vous refusez le dialogue. Ce que vous dites dans les médias, pourquoi pas aller autour de cette table, le dire à la famille, à la majorité présidentielle, le dire également à la société civile. Est-ce que lorsque la Constitution, excusez-moi, est-ce que lorsque la Constitution qui nous réunit tous, le seul gage qui permet de vous et moi de se reconnaître comme Congolais, de marcher ensemble, est violé, voulez-vous aller discuter avec des personnes qui intentionnellement pendant qu'ils vous invitent à aller discuter, continuent à violer la Constitution? Pour nous, ça ne sert à rien. Parce que nous avons des échéances électorales en 2016 et on doit vous le dire, on doit se le dire. Même s'il y a des résolutions qui sortent du fameux dialogue, elles ne sont pas opposables à tous. Il n'y a aucun forum en République démocratique du Congo qui peut supplanter la Constitution. Et selon donc, vous, dès l'instant... quel est le moyen par excellence où vous pouvez revendiquer tout ce que vous dites? Mais nous avions créé une tripartite. Malheureusement, on est en train de faire la pression sur les membres de la CENI. M. Malumalo a démissionné. Maintenant, M. Mpungu a démissionné. Dans le cadre de la tripartite, les questions électorales pouvaient être réglées. Nous avons envoyé un mémo. Nous avons fait une vidéoconférence avec M. Malumalo. Et jusqu'à ce jour, la CENI ne nous a jamais convoqués. Mais pire encore, la CENI va se plaindre au niveau de la Cour constitutionnelle alors qu'elle a reçu plein pouvoir au Parlement pour interpréter la loi électorale. Donc c'était un guet-apens, un triangle, c'est-à-dire ils vont là-bas et comme ça la Cour constitutionnelle rend un arrêt que moi je ne peux pas attaquer mais que je peux critiquer. Dans cet arrêt, le gouvernement en profite pour nommer des commissaires spéciaux. Donc on ne peut pas vivre dans une démocratie. Attendez, vous avez un chef de l'État, attendez, le chef de l'État a les pouvoirs, nous sommes dans une démocratie, il a nommé les maires, c'est une prérogative qui n'est pas du chef de l'État, parce que le pouvoir revient au souverain primaire. Après, les maires, ils nomment les commissaires spéciaux, ce n'est plus une démocratie. Même si nous allons aux élections dans des conditions où vous avez la territoriale qui est prise par la majorité, vous avez les gouverneurs qui sont de la majorité, ça ne fonctionne pas, parce que les députés provinciaux ont été élus sous le label de l'opposition. Donc comment voulez-vous que des opposants... Même s'ils sont hors mandat. Mais hors mandat, pourquoi ? Mais c'est par la faillite de l'État. Et là, vous ne parce dénoncez pas. qu'on le dénonce, parce que l'État a choisi, la majorité, je voulais dire, a choisi de passer de 2 tours à 1 tour. Le deuxième tour coïncidait avec l'élection des députés provinciaux. Nous sommes passés à 1 tour. Cette élection n'a pas eu lieu. Ce n'est pas la faute des députés provinciaux, c'est bien la faute du gouvernement qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est même pas en mesure d'organiser les élections des députés provinciaux et encore moins celles des présidentielles. Et par conséquent, nous devons continuer à faire pression. Nous allons attendre les résolutions du dialogue. Si elles vont dans le sens du respect constitutionnel, nous allons nous préparer pour les élections. Parce qu'il n'y a qu'un seul article verrouillé. Vous allez attendre les résolutions du dialogue dans lequel vous n'allez pas prendre part.
Mais ce n'est Vous pas refusez de opposable. siéger Écoutez, avec les autres pour parler des questions urgentes et vous attendez les résolutions de nous ce dialogue. devons être conséquents. Nous sommes dans une démocratie. Lorsque nous avions demandé le dialogue à M. Kabila, il nous a dit que ce n'était pas possible. Aujourd'hui, lui, il nous le demande, nous disons, nous ne sommes pas intéressés. C'est une démocratie, c'est une expression. Non. C'est une expression libre. Le timing est mal choisi. Il nous reste 12 mois pour les élections présidentielles. Alors, quel dire de l'opposition, d'une branche de l'opposition qui soutient mordicus la tenue de ce dialogue? Nous respectons les avis des uns et des autres. Mais ce que nous disons, au-delà de nos avis, de nos prétentions, de ce que nous pensons, nous n'avons qu'un seul texte qui doit nous mettre d'accord. Et si ce texte-là n'est pas respecté, ce serait triste. Nous ne devons pas voir sacrifier des vies en 2006, les guerres, les accords de Sun City pour pondre une constitution qui se verrouille elle-même pour éviter ce genre de choses que nous sommes en train de vivre actuellement, pour qu'à la fin nous disions nous devons tout remettre en cause pour satisfaire aux intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça, ce n'est pas acceptable. Oui, voilà. Vous veniez tout à l'heure de faire allusion à la Commission des droits nationaux indépendante. Est-ce que vous pensez qu'on tort ceux-là qui réclament leur poste à la CENI? Les gens qui avaient eu des postes parce qu'ils étaient de la majorité présidentielle, aujourd'hui, ils ont claqué la porte à la majorité. Vous pensez qu'au nom de la démocratie, on doit les laisser jouir de ces privilèges? Écoutez, je vais porter un commentaire très, très superficiel sur cette question. Je sais que vous parlez du G7 dont certains membres ont été élus, mandatés sous le label majorité et aujourd'hui qu'ils se retrouvent à la communauté. Ouais. Ça, c'est une question interne à la majorité. Il appartient à chaque parti parce que c'est une commission. On a le même problème, nous, MLC, nous avons mandaté des personnes. Il y a certains qui ne sont plus avec nous. Mais je pense que dès lors que c'est considéré comme un organe indépendant, il faudra que la classe politique se mette d'accord sur la possibilité ou non de la refonte de la CENI. Ça, c'est notre demande, de manière à ce que nous ayons vers des élections apaisées. Mais je pense que nous n'en sommes pas encore là. On va attendre un peu ce qui va se dire, entre guillemets, au dialogue, qui va commencer le 15. Mais je pense que c'est une nécessité qui est une confiance mutuelle entre l'organe organisateur des élections et la classe politique. Et par rapport à la CENI, il y en a ceux qui estiment qu'il faudrait que l'on passe à la dissolution pure et simple de la Commission électorale nationale. C'est votre point de vue Non, enfin, mon point de vue, je pense que tout ce qu'on peut faire, pour autant qu'on ne dépasse pas les délais, pour autant qu'on arrête de violer cette constitution. Quand un pays n'a plus des textes fondamentaux, ce n'est plus un pays. Donc, que ce soit la dissolution, que ce soit le remplacement des différents membres, notamment le président et le vice-président, que tout cela soit fait de manière à ne pas aller au-delà dans l'organisation des délais constitutionnels, notamment ceux qui sont assortis d'une disposition verrouillée, celle de 220, c'est-à-dire le président de la République. Nous voulons, parce que c'est l'exécutif national qui nous a amenés dans le chaos, notamment le chef de l'État qui est l'autorité morale de l'exécutif national. Le chaos qui est constaté aujourd'hui, qui nécessite entre guillemets un dialogue, pour nous ce n'est pas opportun, a été orchestré par la majorité. Le président de la République n'a pas sanctionné son premier ministre qui pendant 4 ans n'a pas créé les provisions pour qu'on ait des élections. Nous disons, écoutez, la dernière chance que nous avons, c'est de respecter cette disposition, qui est un nouveau chef de l'État, il peut être de la majorité, mais que nous allions comme ça recommencer avec les autres types d'élections comme les locales, avec d'abord comme soubassement le changement de l'autorité morale, c'est-à-dire le président Kabila qui n'est plus éligible, que nous ayons un nouveau président et que nous essayons d'avancer pour refondre et avancer dans la bonne direction. Avez-vous un commentaire par rapport à la convention de la dynamique de l'opposition? Mais oui, j'ai un commentaire parce que j'y ai participé, je suis délégué, j'ai fait partie d'une commission, la commission politique. Non, je peux vous dire que c'est un travail de qualité qui est abattu. Je pense que nous avons tous une seule idée. Il ne s'agit pas là d'un problème de leadership, c'est de sauvegarder notre constitution, c'est-à-dire notamment les articles qui sont verrouillés et qui sont en danger actuellement. C'est-à-dire que le fameux dialogue menace au fait de faire sauter les verrous auxquels nous tenons. Donc nous sommes un front anticonstitutionnel et je pense que les résolutions seront lues et connues de tous et espérons aussi que la population qui doit être sensibilisée sur la connaissance de la Constitution pourra accompagner cette démarche qui n'est pas individualiste, qui ne vise pas le chef de l'État en tant que personne, mais qui vise les intérêts de la République, c'est-à-dire à savoir avoir un pays où l'alternance est garantie, les droits de l'homme sont respectés et un pays où la Constitution est une loi sacrée qu'on ne viole pas quand on veut. Et quel dire de vos mandatés dans le gouvernement et dans les institutions qui étaient sous le label du MLC? Nous leur avons souhaité bonne chance. Vous parlez de M. Thomas Louaka, le vice-premier ministre, M. Germain Kambing Omer Egwake. Aujourd'hui, pour eux, le chef de l'État, c'est un visionnaire. Écoutez, nous souhaitons bonne chance. Ce n'est pas des surprises que nous avons dans ce pays et je pense que c'est une heure qui est déjà passée. Nous ne parlons plus d'eux. Ce sont des personnalités de la République, des éminentes personnalités de la République. Elles doivent faire leur travail. Nous allons juger sur les résultats.
Malheureusement, les résultats sont maigres. Le contexte peut l'expliquer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Oui, je ne vais pas vous laisser partir sans poser une question concernant Jean-Pierre Bemba. Où est-ce qu'on en est? Écoutez, nous sommes tous dans l'attente du verdict. Je vous ai toujours dit que j'ai le droit d'espérer. Je pense qu'il va sortir parce que même dans une deuxième affaire qui a été initiée il n'y a pas très longtemps, la procureure a été mise en difficulté parce qu'elle a fait des allégations qui ont été démontées par la défense, c'est-à-dire les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba. Je ne vais pas faire de triomphalisme, nous allons attendre, nous continuons à espérer et à prier pour lui. Et je pense que dans la situation actuelle, c'est devenu une nécessité. C'est pour cela que nous implorons la grâce du Seigneur, parce que nous sommes des chrétiens. C'est vraiment devenu une nécessité que M. Jean-Pierre Bemba Gobo soit à Kinshasa, qu'il soit au moins en dehors de sa prison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur lui et le pays en a besoin, parce que le pays va à la totale dérive. Et je pense que c'est un acteur prépondérant. Je n'ai pas dit ça, c'est un acteur qui est considérable et qui a son mot à dire dans la situation que nous traversons. Voilà, Jean-Jacques Mamba, je rappelle que vous êtes le porte-parole du MLC. Merci vous de le avez rappeler. donné votre analyse sur la tenue ou non du dialogue et surtout votre position, à moins que vous ayez une question à vous poser vous-même et une réponse à donner. Mais écoutez, je suis très impatient de voir si ce dialogue sera organisé et voir comment est-ce que les résolutions de ce dialogue pourront supplanter la Constitution. Donc si une seule de ces résolutions tord notre constitution, nous ne serons pas d'accord. Il se peut qu'après le dialogue, on nous dise, voilà, nous allons écarter, on va enrôler les nouveaux majeurs, nous allons écarter le scrutin local parce qu'il va coûter trop cher, ça va nous faire perdre du temps, nous allons aller au présidentiel, le président Kabila ne sera pas candidat. Mais écoutez, je vais regretter de ne pas avoir participé à ce dialogue. Donc, mais tel que les choses se présentent... Non, tel que les choses se présentent, avec la nomination des commissaires spéciaux en violation totale de la Constitution, je crains fort qu'on ne peut pas attendre mieux que des dispositions transitoires, se fondre en excuses pour expliquer... que l'on vous surprenne. Vous venez de le dire vous-même. Écoutez, j'aimerais revenir sur ce plateau pour qu'on en parle. C'est de 5%. Merci. Dans quelques instants, nous recevons notre deuxième invité, ou sinon nos invités, pour la suite de cette émission des Heures de News. C'est aussitôt après la parole de la régie.